Bonjour à tous et content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors le sujet que nous abordons aujourd'hui peut sortir de l'ordinaire. Pourquoi? Parce que c'est un cas de figure qu'on rencontre beaucoup plus en environnement de production, beaucoup plus en entreprise. En tant qu'administrateur système et réseau, nous serons parfois à desservir nos utilisateurs d'une entreprise naturellement en connexion Internet. Et ceci en utilisant des équipements qui intègrent déjà une certaine fonctionnalité qui sont un peu plus coûteux, soit en personnalisant ces équipements-là qui intègrent ces fonctionnalités que j'ai nommées Lunat. Alors dans cette vidéo, nous verrons à quoi est-ce qu'il peut renvoyer et comment on peut décider de l'implémenter avec naturellement Windows Server. Alors c'est une thématique qui vous dit, on se retrouve juste derrière pour en parler. NAT signifie Network Address Translation ou en français traduction d'adresse réseau. Là c'est la définition primaire du NAT. Mais concrètement, quel est son fonctionnement? Ce qu'il faut savoir, c'est que le NAT en fait est un procédé qui permet à une machine ou bien à un PC situé forcément dans un réseau local de se rendre sur Internet en passant par un intermédiaire qui fait ce qu'on appelle la traduction d'adresse. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Supposons ici que nous avons un PC situé systématiquement dans un réseau local. Il faut savoir que les PC qui sont situés dans un réseau local respectent la norme RFC 1918. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a que les adresses IP privées qu'on peut nécessairement retrouver dans un réseau local, c'est-à-dire du type 192.168.00/16 ou 172.16.00/16 ou 10.00/8. Donc voilà en quelque sorte les adresses IP privées qu'on peut retrouver en local. Supposons que nous avons ici une machine qui veut systématiquement se rendre sur Internet, que vous voyez ici. Forcément, elle va transiter par un intermédiaire. L'intermédiaire que vous voyez systématiquement ici. Et pour que en fait cette machine-ci ait accès à Internet, il faut que celui-ci fasse quelque chose. Donc il va faire ce qu'on appelle la traduction d'adresse ou bien le NAT. Et en faisant donc ce NAT-là, ce PC aura donc accès à Internet. Donc voilà le principe même du NAT. C'est-à-dire quoi en fait? C'est-à-dire que si nous avons ici une machine en 192.168.0.10, il va forcément transiter par sa passerelle ici. Et cette passerelle-là, qui est une appliance, va faire ce qu'on appelle la traduction d'adresse ou bien le NAT. Donc c'est une fonctionnalité qui est soit activée, soit native à cet équipement-ci. Donc cette adresse-là sera donc transformée en celle-ci, obligatoirement, qui est nécessairement une adresse IP publique. C'est-à-dire que une adresse IP privée va correspondre effectivement à une adresse IP publique. Donc on va faire correspondre une adresse IP privée à une adresse IP publique. Si on se base systématiquement en fait sur ce schéma, ceci voudrait dire que si nous avons plusieurs machines, je prends un exemple, peut-être 4 machines, qui décident nécessairement de se rendre sur Internet, c'est-à-dire que nous aurons en quelque sorte besoin de 4 IP publics qui va correspondre notamment aux 4 machines. Parce que forcément, les 4 machines auront 4 IP privés systématiquement. Donc à ces 4 IP privés-là, on va faire correspondre 4 IP publics. Mais sachant la difficulté aujourd'hui d'avoir nécessairement une IP publique, et sachant que nous avons une pénurie d'IP public, on va donc réaliser quelque chose si nous avons un autre serveur. Prenons un autre cas de figure pour expliquer ça. Nous avons ici plusieurs machines systématiques qui veulent se rendre sur Internet, comme dans le premier cas. Ils vont nécessairement transiter par un intermédiaire que vous voyez ici. Mais sauf que cet intermédiaire, ce que vous voyez ici, en plus de faire le NAT, il va faire ce qu'on appelle le PAT. Et en faisant les deux combinés, ces 3 machines auront forcément accès à Internet. Pour dire quoi? Le PAT en lui-même signifie port adresse translation ou bien traduction d'adresse de port. C'est-à-dire qu'en plus de faire correspondre aux adresses IP privées une adresse IP publique, on va les adjoindre en fait à ces adresses-là un numéro de port. Et c'est le système d'exploitation qui sera donc chargé donc de faire ça. Un numéro de port comme vous voyez ici. Pour cette machine-ci, on a adjoint ce numéro de port. C'est en fait ces ports-ci sont au niveau des ports dynamiques que vous pouvez trouver.
Parce que vous savez bien évidemment que nous avons les ports bien connus, nous avons les ports enregistrés et nous avons les ports dynamiques. Donc c'est en fait une adresse ici, on fait correspondre ici à une adresse, un numéro de port, ainsi que celui-ci. Et arrivé dans ici, la passerelle ici, pour identifier nécessairement la requête de chaque machine cliente, il va leur identifier avec ce numéro de port là, sachant qu'il va utiliser nécessairement la même adresse IP, comme vous voyez ici. Donc il va utiliser la même adresse IP qui est 56.72.210.7 et 56.72.210.7. Donc si nous avons systématiquement plusieurs machines qui veulent forcément se rendre sur Internet, cette appli-ci, en plus de faire le NAT, il va faire ce qu'on appelle le PAT. Donc voilà grosso modo ce qu'on peut dire de la traduction d'adresse ou bien de la traduction de port. Ces appli-ci, en fait, ils peuvent représenter plusieurs choses. En fait, ils peuvent être les machines ou bien les équipements qui sont seulement dédiés directement pour le faire. Donc, qui ont cette fonctionnalité native du NAT nativement déjà intégrée. Soit on décide autrement d'utiliser une machine et on ajoute cette fonctionnalité-là. La première solution, c'est d'utiliser, ou bien l'avantage majeur qui est à utiliser les appliances qui sont directement dotés de cette fonctionnalité-là, c'est qu'ils facilitent un emploi facile. Mais l'inconvénient, c'est que soit ils peuvent être chers, soit ils peuvent notamment avoir un quota d'utilisateurs en fait qui peuvent supporter, ou bien de machines clientes qu'on peut retrouver dans le réseau. C'est le cas notamment des routeurs SOHO qu'on utilise beaucoup plus souvent. Donc dans cette démo, nous allons utiliser beaucoup plus un serveur, notamment sur Windows Server 2022, en fait, qui va certainement nous permettre d'activer cette fonctionnalité là et qui va nous permettre de faire ce NAT là. Donc c'est ce qui va constituer la suite même du tuto comme nous voit pour la démo. Donc passons directement sur notre serveur. Alors pour préparer ce tutoriel, vous avez déjà pris l'habitude, j'ai préparé en amont un serveur, naturellement un serveur tournant sur Windows Server 2022 du nom de serveur NAT, comme vous pouvez bien l'apercevoir là. Donc il a un serveur NAT et j'ai fait certaines configurations en amont en parlant notamment de ses interfaces réseau. Et pour ces interfaces réseau, il y en a forcément deux parce que ça sera un serveur de périphérie comme illustré dans le précédent schéma qu'on a vu. Donc lui il va jouer en fait le rôle de routeur. Il aura deux cartes, une carte externe et une carte interne. Donc voilà le serveur préparé. Et pour autant aussi, j'ai aussi préparé, j'ai dû installer aussi serveur. C'est un service ou bien certaines fonctionnalités ou bien certains rôles, notamment le rôle DHCP dans laquelle j'ai totalement configuré. En fait, c'est elle qui va fournir les différentes adresses pour les machines qui font forcément partie de notre réseau local. Donc c'est ce que j'ai fait. Et si vous prêtez attention, vous allez voir que le pool d'adresses, ça sera du 100.1 jusqu'au 100.200 avec notamment les exclusions en fait que j'ai faites. Donc elle est là. Et j'ai aussi mis certaines options que en fait cette machine-ci va forcément donner aux machines qui sont forcément en réseau local, avec les options comme le routeur qui est forcément la passerelle, le serveur DNS, ainsi que le nom de domaine pour ceux qui auront besoin de le configurer ici. Donc du moment où c'est fait déjà que j'ai configuré ça, j'ai aussi installé en l'occurrence le rôle Hyper-V notamment, qui va nous servir en fait de plateforme pour héberger en fait nos machines virtuelles. Et parlant de machines virtuelles, j'ai dû installer deux machines virtuelles qui vont nous servir d'exemple en fait pour ce tutoriel, dans la machine Ubuntu et la machine Windows 10, et dans laquelle j'ai installé les serveurs d'exploitation, notamment Ubuntu Server sur Ubuntu et Windows 10 naturellement sur la machine Windows. Et pour autant maintenant, du moins ils ne sont pas connectés, je vais essayer donc de les connecter naturellement sur les différents réseaux qu'on a vu précédemment.
Et en parlant notamment de ces réseaux-là, que je vais essayer de les configurer, le réseau interne, parce que je vais les basculer naturellement sur le réseau externe, notamment pour Windows 10, et le réseau interne aussi pour Ubuntu serveur que j'ai fait. Et pour ceux qui ne savent pas à quoi renvoie en fait ces réseaux, j'ai fait une précédente vidéo dans laquelle je vous expliquais quels sont réellement les différents réseaux qu'on peut mettre en place sur Hyper-V. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas comment le faire ou bien n'ont aucune idée de savoir ce que c'est, je préférerais donc que vous mettiez donc pause à celle-ci. Vous allez donc regarder cette ancienne vidéo que j'ai fait qui vous explique en fait de fond en comble tous les différents réseaux qu'on peut notamment mettre sur Hyper-V. Donc je les connecte là, que ce soit Windows 10 sur naturellement le switch interne qui va communiquer uniquement avec la carte interne de notre serveur qui est notre serveur de périphérie ou bien notre routeur. Donc je connecte Windows 10 et je connecte aussi Ubuntu naturellement sur ce réseau local là. Et si vous prêtez bien attention, en allant dans le gestionnaire de commutateur virtuel, vous vous apercevez que sur le réseau interne, il est bien sûr au niveau de l'option réseau interne. Donc ils ne communiqueront rien qu'avec l'autre. Donc rien qu'avec l'autre qui va forcément les donner ces adresses IP. Du moment où c'est fait déjà, si on rentre naturellement sur le PowerShell, si on ouvre une session PowerShell notamment sur Windows 10 et en effectuant effectivement les commandes ipconfig notamment sur Windows 10, vous apercevez ici qu'il a obtenu une adresse du type 192.168.100.11 et si on refait pareil évidemment sur Windows, sur Ubuntu serveur, autant pour moi, vous allez voir qu'il a aussi obtenu une adresse en exécutant forcément la commande network, c'était le statut. Vous apercevez qu'il a obtenu l'adresse du type 192.168.1.12 et avec les différentes options, notamment la passerelle ainsi que l'adresse du serveur DNS. Donc du moment où c'est fait. En rentrant effectivement sur le serveur lui-même, le serveur de périphérie qui va jouer le nom de routeur, qui va jouer en fait le rôle de routeur autant pour moi, vous apercevez ici qu'il a une patte en 192.168.100.5. En fait, c'est lui en fait qui va servir en fait de passerelle pour notre réseau interne. Et pour autant, si on ouvre une session PowerShell naturellement sur ce serveur et en faisant un ping, un test de connectivité avec les autres différentes machines sur le réseau, on s'aperçoit qu'effectivement ça passe. Si on fait un ping sur le 192.168.100.11 qui est effectivement notre machine interne, notamment Windows 10, on s'aperçoit qu'il y a effectivement connectivité avec cette machine-là. Et si on fait aussi de même avec naturellement l'adresse de la machine en Ubuntu sur la 192.168.100.12, on s'aperçoit aussi qu'il y aura connectivité. Donc c'est-à-dire que nos deux machines parviennent nécessairement à obtenir les différentes adresses de serveur DHCP qui est forcément installé sur celle-ci. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc à partir d'ici maintenant, on va essayer de voir si cette machine-ci a déjà une connexion Internet. Notamment, nous allons donc ainsi exécuter le ping sur le serveur DNS de Google, notamment sur le 8.8.8. Et en s'apercevant que en exécutant en fait ces tests de connectivité sur le serveur DNS de Google, on s'aperçoit effectivement que ces continuités-là marchent totalement bien. Cela prouve vraiment à suffisance que notre machine à partir d'ici parvient déjà à obtenir une connexion Internet. Notamment cette connexion vient, d'autant plus cette connexion vient au niveau de la carte WAN forcément de cette machine, comme je vous ai montré un peu plus haut. Si on rentre maintenant sur les autres machines sur le réseau et qu'on exécute en fait la même connectivité
pour voir en fait si on a une connectivité avec le serveur DNS de Google. On s'aperçoit notamment que sur Windows 10, si on fait le ping sur le 8.8.8, on s'aperçoit effectivement qu'il n'y a pas de connectivité. Et si on fait la même chose sur le www.google.com, on s'aperçoit aussi que là, il n'y a pas de connectivité. Cela prouve ici que notre machine ne reçoit pas encore la connexion Internet. Si on refait un peu la même chose sur la machine Ubuntu Server que j'ai installée dans le ping sur le 8.8.8, on s'aperçoit aussi que cette machine n'a pas de connexion, donc elle a juste la connexion avec la passerelle. Et cette fonctionnalité là du NAT n'est pas encore active sur notre serveur. C'est ce que nous allons donc faire. Maintenant, pour pouvoir activer cette fonctionnalité qui est le NAT naturellement sur notre routeur de périphérie, notre routeur, on va juste au niveau de la fonctionnalité gérer. Bon, c'est quelque chose en fait que j'ai fait en amont. J'ai installé le service accès distance en amont. On va se gérer et on va se ajouter les rôles et les fonctionnalités. Donc on ne suit rien que la recommandation de l'assistant et on va forcément ajouter le rôle accès distant comme vous pouvez nécessairement le voir ici. Donc on active en fait, on ajoute en fait ce rôle là accès distant avec les différentes fonctionnalités qui viennent avec, donc le direct accès ainsi que le routage. Donc on va essayer donc de l'activer. Je ne vais pas le faire ici parce que c'est quelque chose en fait que j'avais déjà fait en amont. Donc vous à la maison vous pourrez le faire. Et du moment où ça sera déjà activé ici et que vous avez nécessairement installé le rôle, on va nécessairement se diriger vers la console de gestion en fait de ce routage là. Et rien de plus simple, on va systématiquement aller dans les outils et on va descendre jusqu'à l'option routage et accès distant. Donc on va juste aller là dans les outils et routage et accès distant. Du moment où ça sera fait, on va forcément atterrir au niveau de cette plateforme de gestion du routage et ainsi que d'autres services qui nous permettront en fait d'activer cette fonctionnalité là. En étant sur le sous-onglet NAT que vous voyez là apparaître là, vous voyez qu'effectivement nous ne trouvons qu'une seule carte à l'intérieur qui est en l'occurrence la carte interne de notre serveur de périphérie qui joue le rôle de notre routeur. Et si on va dans l'onglet général, vous verrez là apercevoir en fait toutes les différentes cartes réseau qu'on peut notamment retrouver sur cette carte, sur ce serveur, en l'occurrence sur la carte extérieure. Maintenant on va configurer le NAT, on va sur NAT effectivement, on va faire un clic droit dans le menu contextuel, on va ajouter une nouvelle interface et on va effectivement choisir l'interface qui est connectée à notre côté WAN qui est en l'occurrence VNet externe. On va aller appliquer sur OK. Du moment où on applique sur OK, on va donc choisir dans l'option. On va choisir l'option qui est en bas, interface adresse connectée au réseau internet et on va activer en fait l'option NAT en fait de cette interface là. C'est après avoir activé ça que nos machines en local auront accès à internet. Et du moment où c'est activé, on va ensuite vérifier la carte réseau interne. Vous voyez effectivement que cette carte est tout à fait connectée au réseau privé de notre entreprise, c'est-à-dire notre réseau interne, notre réseau local. Du moment où c'est fait déjà, on va aller sur les différentes machines pour effectivement vérifier que celles-ci ont obtenu vraiment la connexion internet. On va aller sur la machine Windows 10, on va refaire les mêmes commandes. Donc en l'occurrence le ping sur le 8.8.8, on va refaire ce ping là et comme par magie, vous voyez là que cette machine a obtenu effectivement la connectivité internet. Et si on refait même sur le ping sur le www.google.com, vous voyez effectivement qu'il a obtenu ça. Et si on refait la même chose sur le même procédé sur la machine Ubuntu en faisant toujours le ping sur le 8.8.8, comme vous pouvez naturellement le constater, celle-ci aussi a obtenu la connectivité internet. Cela prouve que notre routage lui a quasi bien fonctionné. Et ce n'est pas tout. Si on repart, on ouvre une session au niveau du navigateur, naturellement sur Windows 10, on ouvre une session naturellement sur Windows 10 au niveau du navigateur. On va aller taper une page Google. Là, vous voyez apparaître effectivement
la page Google qui n'était pas possible, qui n'était pas apparue quand on était à l'entame ou bien au début de ce tutoriel. Cela prouve que notre routage, mais l'activation du routage en fait sur le périphérique, notre serveur de périphérie a totalement bien fonctionné. Donc voilà implémenté dans le routage NAT sur notre serveur, naturellement sur Windows Server. On arrive dans le thème de cette vidéo et dans celle-ci, vous avez appris notamment à personnaliser votre équipement informatique qui va offrir le partage de connexion Internet ainsi que les notions de NAT. Alors, si c'est une vidéo qui vous a vraiment intéressé, n'hésitez pas à la liker, de la partager massivement afin que le contenu de cette chaîne soit mieux référencé. Et sur ce, on se dit certainement à bientôt pour une nouvelle vidéo.